Bonjour et bienvenue sur emeute.com. Martin avec vous de retour enfin en ce 16 juin 2017. Et non seulement ça me fait plaisir de vous retrouver, mais en plus de tout ça, avec un invité de marque, Éric Mermot, mon partenaire associé dans le développement du projet de Portfolio Emeute. Éric, salut, comment vas-tu? Salut à toi Martin, merci de m'inviter. Je suis content et j'ai chaud. Ben, écoute, c'est pas différent de la dernière fois qu'on s'est rencontrés quand on a fait la vidéo de lancement, en fait, du projet Emeute, où on était à Zermatt. Malgré qu'on était dans les montagnes, on avait quand même une journée ensoleillée. Exactement, nous on accepte uniquement les jours où il fait beau. Le reste du temps on fait. Ben, c'est nous qui amenons le soleil. Exact. Écoute, Eric, les gens qui ont eu le bonheur de nous suivre depuis le jour 1 dans le portfolio proactif, premièrement, il faut comprendre qu'on a deux portfolios, en fait, dans le service des abonnés. On a le service du côté des positions dans le marché de la bourse, mais on a aussi les devises digitales. Et une des raisons de mon absence dans le courant là, des dernières semaines en vidéo générale sur YouTube, c'est qu'on a passé, Eric et moi, énormément de temps ensemble, que ce soit en France aussi où on s'est rencontrés, pour développer des stratégies, bien reconnaître la capacité de développement. Parce que, écoute, malgré qu'il y a encore énormément de réticence concernant le principe des devises digitales, en ce qui me concerne, c'est un manque de connaissances. C'est vraiment de l'ignorance pure et simple par rapport à ce que ça représente. Et je ne dis pas ignorant là, dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment juste ignorant dans le sens où on ne connaît pas. Éric, la chaîne de blocs, c'est l'Internet 3.0. Oui, ça va être une révolution, effectivement. Ça va être une toute nouvelle manière d'aborder les choses au niveau même du droit. C'est-à-dire que on est face à une révolution complète, comme tu le disais bien, de sécurisation, de développement de l'Internet, au-delà de on va dire la bulle des techs. Ensuite de quoi, on a vu l'avènement des réseaux sociaux. Maintenant, on va arriver dans un nouveau paradigme, un paradigme, un changement de paradigme complet sur la décentralisation de l'Internet, que ça soit pour le transfert de valeur, que ça soit pour l'exécution de contrats ou également le transfert de ressources, de fichiers, etc. Donc là, on est face à vraiment une révolution et on est quasiment dans la même situation, mais amplifiée, puisqu'on parle évidemment de transfert d'argent. Donc là, on parle vraiment du nerf de la guerre. On est dans une situation de l'ordre de 1994 avec l'avènement d'Internet. Ma résistance, hein, qui a duré pendant plusieurs mois jusqu'à temps que tu réussisses à me convaincre, était sur l'incompréhension, en fait, parce que je voyais le Bitcoin comme étant une devise digitale de remplacement, évidemment, pour être utilisée entre des échanges acheteurs-vendeurs. Ce qui, en fait, Bitcoin a été programmé pour, c'est la raison principale de sa venue. Mais je sous-estimais et ne comprenais pas, en fait, tous les autres produits disponibles qui sont rattachés à la chaîne de blocs, de type, exemple, Ethereum, que là, on parle vraiment d'une nouvelle plateforme de développement d'applications et de programmes, un peu comme Windows l'a été à ses premiers balbutiements, mais tout ça dans une certitude d'accomplissement des tâches qui sont demandées et évidemment de la sécurisation, n'est-ce pas? Oui, ben effectivement, en fait, il s'agit, si on parle d'Ethereum, d'un énorme ordinateur mondial, hyper sécurisé, complètement décentralisé sur toute la surface du globe, et donc qui permet d'exécuter des applications, qui permet d'exécuter des contrats avec des termes de manière totalement décentralisée. Donc c'est complètement incroyable, puisqu'en fait, là, on n'a que la limite de l'imagination humaine de ce qu'on peut faire avec un système de ce type-là. Donc ça va bien au-delà, effectivement, si on peut le dire comme ça, du simple transfert de valeur. Exact. Et ça, je peux vous t'assurer hein, que nos abonnés l'ont bien compris. Euh, et avec le sourire aux lèvres aujourd'hui, écoutez, depuis le lancement de notre lettre proactive, je vais vous donner des chiffres. On avait au niveau de notre portefeuille digital, on avait ciblé trois, en fait, devises digitales dans lesquelles on voulait investir personnellement, Eric et moi. D'abord et avant tout, donc, dans Bitcoin, parce que la valeur perçue est importante et c'est la plus reconnue. On avait aussi parlé de la valeur d'Ethereum en tant que de plateforme de développement technologique dans les mois, voire les années à venir. Il n'est pas trop tard pour y investir, mais pour l'instant, question de regarder les résultats là, de portfolio. Et on avait aussi une troisième devise qu'on aime beaucoup, que tu peux peut-être parler rapidement, qu'on appelle DASH, Eric, D-A-S-H.
Ouais, bah effectivement, Dash, c'est un moyen de paiement, en fait, un moyen de transfert de valeur qui permet, premièrement, enfin, qui comble en fait un certain nombre de problèmes que le Bitcoin a. Premièrement, qui permet de sécuriser les paiements de manière quasi instantanée. Deuxièmement, qui n'a pas les problèmes de charge de Bitcoin, ce qui fait que les frais sont très très faibles. Donc, on a un système qui fonctionne très très bien pour les micro-paiements. Et puis alors, en fait, ce qui leur permet d'avoir cette capacité, c'est un système de gouvernance avec des votes totalement automatisés. Donc, on a des personnes ou des institutions, on va dire ça comme ça, ou des groupes qui détiennent du Dash, qui eux peuvent voter pour décider de l'avenir de la crypto-devise. Voilà. Extraordinaire. Écoute, on va regarder les résultats ensemble, OK? Et c'est certain que les médias mettent énormément d'emphase sur ce que l'on a vu, exemple, dans les 48 dernières heures, alors qu'on a eu une correction relativement sévère des devises digitales. On parle de 25 de baisse dans le courant des 48 heures concernant Bitcoin et la grande majorité des devises digitales. En passant, il en existe déjà plus de 750. Et croyez-vous que c'est normal d'avoir une correction de 25 alors que ça peut en inquiéter plusieurs? Mais regardez bien. Du côté de Bitcoin, dans les 30 derniers jours, on a fait 35 de retour sur l'opportunité. Et au niveau des résultats, dans les 3 derniers mois, 143 d'augmentation du côté de Bitcoin. Du côté d'Ethereum, dans les 30 derniers jours, 307 de rendement. Sur les 3 derniers mois, 664,67 Du côté de Dash, qu'on avait déjà suggéré il y a 3 mois à nos membres et à nos abonnés proactifs, eh bien, ils ont profité de 97,4 de rendement sur Dash et sur une période de 3 mois, 57 parce qu'il y avait eu une baisse avant le repli. Et à ce moment-là, donc 57,57 donc, je peux vous assurer là, que nos membres qui ont réussi à se positionner dans le dernier trimestre sont très heureux de nous connaître aujourd'hui. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, non, mais effectivement. Bon, après, il se trouve que le début de l'espace proactif a été concomitant avec une première prise de conscience par une minorité de la population du potentiel, en fait. Et quand on voit ça, on est simplement dans la première vague de prise de conscience parce que on a 99% des personnes sur le globe qui n'ont même pas, enfin, ils ont peut-être entendu parler du Bitcoin, mais ils ont premièrement pas passé à l'action. Et deuxièmement, en fait, pour eux, c'est un concept vague, ce qui est normal. Et c'est pour cette raison que, au niveau stratégique, au niveau du long terme, on est vraiment au début de cette évolution. Et en plus, alors comme tu l'as très bien dit, maintenant on a une phase spéculative en fait de sociétés qui vont lever des fonds dans le cadre de ce qu'on appelle des ICO, des offres initiales de pièces, on peut dire ça comme ça pour vulgariser. Et en fait, ça amène effectivement beaucoup d'intérêt dans le secteur. Mais c'est que le début, parce que là, on parle vraiment de, qu'est-ce qu'on va dire, peut-être 200 entreprises qui ont lancé des projets, ce qui est rien du tout. Et ça va aller de plus en plus vite parce que là, il y a énormément de gens qui prennent conscience de ça. Écoutez, au niveau des capitaux investis, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Au mois de décembre, on avait 18 milliards de capitaux investis. On a même atteint au-delà de 100 milliards dans le courant des derniers mois. Et sachant très bien que ce n'est pas le 99 moyen de la population qui investit, c'est les grosses poches qui se positionnent en ce moment, Eric, et les gens avisés. Exactement. Là, maintenant, on a vu effectivement avec le consortium d'Ethereum l'avènement d'un certain nombre comme tu les appelles, de grosses poches, c'est-à-dire de grosses sociétés, des grosses corporations qui sont en train de se positionner parce qu'ils ont identifié le potentiel. Mais bien entendu que la masse n'a absolument aucune idée de ce qui est en train de se produire. Quel est, en ce qui te concerne, parce que je sais que je vis la même chose de mon côté, maintenant que ça fait déjà 90 jours là, qu'on est positionné avec les abonnés proactifs, les gens ont énormément de questions à l'interne chez nous, les abonnés qui nous envoient des courriels sur une base régulière. Quels sont les handicaps ou les problématiques où les gens font le plus face? Ben, disons que la chose la principale, c'est qu'ils ont de la peine à passer à l'action. C'est-à-dire que comme on est face à une multitude de services, à une multitude de systèmes, pour pouvoir se positionner, comme tu l'as dit avant, par exemple, dans le Bitcoin, dans l'Ethereum,
dans le Dash ou d'autres crypto-devises, on va chaque fois devoir utiliser des systèmes ou des services qui sont différents. Donc, c'est pour une personne qui n'est pas à l'aise déjà au niveau informatique, c'est très dur. Mais en plus, pour quelqu'un qui est à l'aise au niveau de l'informatique, c'est des concepts qu'on a un tout petit peu de la peine à comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir un porte-monnaie ou un portefeuille numérique pour Bitcoin, puis un autre porte-monnaie pour Ether, puis encore un autre pour Dash? Donc, c'est ça vraiment, hein. Les gens sont un peu perdus face à cette complexité. Donc là, on n'est pas encore dans la phase, et d'ailleurs ça corrobore ce qu'on disait avant, c'est que on n'est pas du tout dans des interfaces qui sont faciles pour l'utilisateur. Ce qui fait que par conséquence, l'utilisateur de base, c'est-à-dire papy, mamie, ne sont pas investis dans les crypto-devises. On est encore très loin d'une bulle spéculative. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des corrections importantes parce que comme dans le marché de la bourse, les gens très riches qui possèdent des positions fortes dans ce marché-là, eh bien, à l'occasion, créent des perturbations en vendant pour retirer des profits, de manière, évidemment, à venir faire une liquidation et venir, je dirais, vider les poches des armes sensibles de ceux qui vendent trop bas. Et par la suite, comme on a vu dans les 48 dernières heures, même en direct sur l'appel conférence des membres Moneymaker Edge, où on a lancé le changement de direction, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on voit les capitaux qui ont sorti rapidement à être réinjectés à nouveau. Donc, c'est tout simplement les gens riches qui créent en fait un mouvement baissier pour en racheter moins cher par la suite pour la prochaine lancée. Écoutez, en 48 heures, moi qui est investi dans Ethereum, j'ai réussi à sortir à 330 $ et à reprendre à 300, ce qui m'a permis d'aller chercher 10% sur ma position là, en trading. Et à travers tout ça aussi, ce qu'il y a d'intéressant, eh bien, c'est que on a vu évidemment le mouvement des capitaux qui sortaient à très, très, très gros volume et subitement, on a vu les capitaux être réinjectés, ce qui a vraiment évidemment donné là, le mouvement haussier, Eric. Oui, c'est ça. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on a les données pour pouvoir observer ça, puisque de manière générale, les chaînes de blocs sont des systèmes qui sont très transparents. Donc, on peut observer en temps réel, par des outils de mesure disponibles sur Internet, les mouvements de capitaux. Donc, effectivement, là, il y a eu une concomitance entre la nouvelle entrée de capitaux, l'augmentation du nombre de dollars, on va dire ça, ou la contre-valeur de dollars qui était investie dans les crypto-devises, avec ce qu'on voyait sur les graphiques au moment où on a atteint le plus bas. Ouais. Au-delà de guider les gens vers, évidemment, les bons produits à surveiller et participer dans le marché des devises pour en retirer un maximum de bénéfices, il y a aussi l'opportunité des ICO, en fait, que tu mentionnais un peu plus tôt, où on fait des suggestions aux gens. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, là, peut-être vulgairement, ce que représentent les ICO? Et un de ceux, d'ailleurs, qu'on avait déjà discuté avec nos membres proactifs, et ceux qui ont eu l'occasion de retirer l'opportunité quand on parle du mot Veritaseum, Éric. Oui, ben, effectivement, l'ICO, en fait, c'est une émission d'une pièce, on appelle ça, c'est-à-dire d'une, entre guillemets, devise, un peu comme une action. C'est entre une action et une devise. On va appeler ça un actif. Et puis, ce sont des entreprises technologiques qui veulent lever des fonds. Mais s'ils passent par la bourse, pour faire une entrée en bourse, ils vont devoir passer à travers un processus de régulation qui est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils traitent avec la devise fiduciaire et que chaque pays qui contrôle cette devise fiduciaire, par exemple le dollar US, introduit des régulations de protection qui en réalité sont uniquement des blocages parce que ça ne protège pas grand monde, on l'a vu avec Madoff. Alors ça, c'est la situation dans l'ancien monde. Maintenant, dans le nouveau monde, qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise technologique? Il va se dire, OK, bon, moi, je vais lever, par exemple, uniquement des Ethers, qui est la devise qui est liée au système, à l'infrastructure Ethereum. Et puis, donc, je n'aurai pas à passer par des régulations, puisqu'il ne s'agit pas de monnaie. Finalement, voilà. Et j'émets ce qu'on appelle un token, donc une pièce, à un certain nombre d'unités, par exemple 100 millions. Et en fait, je vais les mettre en disant, ben voilà, par exemple, je veux lever des fonds en Ether, et votre pièce représente 1/10 d'Ether. On a une levée de fonds. Ensuite de quoi? On a cette pièce, ce token, qui est mis à disposition après un certain nombre de semaines ou de mois sur des plateformes d'échange qui sont des plateformes de trading. Donc, ça veut dire qu'on a, pour synthétiser, une start-up, donc une sorte de participation à une start-up, mais qui, simultanément, va être transigeable, va être disponible à la vente et à l'achat relativement rapidement dans le marché.
Donc, c'est quelque chose qui est un peu hybride par rapport à ce qu'on connaît dans le marché traditionnel. Donc, c'est ce qui nous a permis de nous positionner, en fait, et d'acheter du Veritaseum à 5,50 $ approximativement en dollars US. Et aujourd'hui, alors que justement, cette activité-là n'est même pas encore en fonction pour l'instant, elle est déjà transigée dans le monde des tokens, comme l'expliquait Eric, et on est environ à 50 $ US de valeur, alors que dans les prochaines semaines, on va le voir apparaître dans le marché d'échange des crypto-devises. Donc, on parle ici de pratiquement là, 9 fois sa valeur, Eric, dans un laps de temps d'environ 3 semaines. Exact. Bon, alors là, c'est un cas exceptionnel. Ceci étant, évidemment, c'est une entreprise à extrêmement fort potentiel, avec des concepts qui sont vraiment, qui dépassent tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais effectivement, il y a un intérêt très important et c'est intéressant d'observer l'intérêt et la perception en fait de la valeur de ce token dans le marché dès maintenant, alors qu'effectivement, l'entreprise n'a pas encore commencé son activité. C'est incroyable, hein? Il y a beaucoup de spéculation à ce niveau-là, mais le potentiel, encore une fois, est tellement énorme. Quand l'idée est bonne et que les membres de la direction sont bonnes, que l'équipe qui est établie est une équipe de compétences. Et à partir de là, donc, ça m'amène à notre mission, Eric. Évidemment, de faire une analyse fondamentale. Et là, c'est le point que je veux apporter aussi, que j'apprécie beaucoup. C'est que depuis plusieurs années, toi et moi, on est des traders Money Maker Edge. C'est d'ailleurs à travers cette formation-là que toi et moi, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'on a vu se produire? Eh bien, on a un marché boursier qui est complètement manipulé de toutes pièces. Maintenant, c'est clair, dans la grande majorité des gens qui nous suivent, ils savent très bien que tout ça est manipulé de toutes pièces. Où le phénomène fondamental, l'analyse fondamentale profonde de la qualité d'une entreprise a pratiquement plus d'importance. C'est la spéculation qui dirige. On a des entreprises multi-endettées comme Uber qui ont une valeur astronomique dans le marché de la bourse, mais en fait, ça ne vaut absolument rien sur papier, à part un bon concept, que ce soit Facebook ou plusieurs autres. Et la réalité, c'est que le fondamental a perdu sa place dans le marché de la bourse traditionnelle, mais le fondamental est plus que pertinent dans le marché des devises digitales. Exactement, on voit encore dans le marché traditionnel en fait des analystes qui essaient d'analyser les chiffres, respectivement les bilans des entreprises, alors que finalement le prix est dirigé par la perception du marché. En réalité, on est actuellement dans un marché extrêmement spéculatif dans la bourse. On est aussi dans un marché extrêmement spéculatif dans les devises digitales. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est effectivement avec ces nouvelles créations d'entreprises technologiques, on n'a pas véritablement besoin d'analyser des chiffres, premièrement parce qu'ils n'existent pas, mais deuxièmement surtout parce que ce sont des technologies on essaie d'appréhender en fait cette technologie, elles ont un avenir mais elles n'existent pas encore. Et c'est là qu'on va se spécialiser, c'est-à-dire identifier les personnes à potentiel, identifier les idées à potentiel, et on va prendre ça avec une approche très stratégique, mais toutefois avec un plan de trade relativement précis, qui est que on va savoir au moment où on participe en fait à cette levée de fonds, comment est-ce que on va sortir ou partiellement sortir de ce token. Voilà. Et écoute, question là, de faire bien comprendre où on s'en va. Vous comprenez que la grande majorité des entreprises existantes sur Internet qui peuvent être hackées en fait ou attaquées d'une cyberattaque à n'importe quel moment vont vouloir évidemment développer leurs services sur la chaîne de blocs. C'est inévitable parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Et probablement développer leur site web ou leur programme et applications sur des plateformes de type Ethereum. J'ai pris un exemple lors de la dernière conférence que j'ai faite. Je crois que tu étais au courant de ça. Tu te souviens du scandale l'année dernière, Ashley Madison, Eric? L'endroit où les gens cherchaient à commettre l'adultère, un genre de gros point de rencontre Internet entre les hommes et les femmes et vice-versa. Et qu'il y a des gens qui ont hacké, évidemment, la liste complète de clients qui avaient été remis sur l'Internet. Et là, vous comprenez que ça a embarrassé plusieurs personnes. D'ailleurs, la compagnie Ashley Madison, l'année dernière, qui a été amenée en mise en demeure en cours au niveau légal, avec des millions et des millions de dollars, évidemment, de causes. Vous comprenez, les gens qui croyaient que tout ça était pour être protégé et qu'on se rend compte que monsieur ou madame est en train de vouloir commettre l'adultère avec une autre personne. C'est drôlement agréable. Donc, il ne sera pas surprenant dans les mois et les années à venir, dans des secteurs d'activité qui sont déjà très, très prometteurs au niveau là, du profit.
Écoutez, les centres de rencontres, là, que ce soit Match.com ou les trucs que vous utilisez en Europe, si ces gens-là développent leurs produits sur la chaîne de blocs et amènent encore une fois une certitude de sécurité à leurs clients, alors qu'on connaît déjà le bassin potentiel de profitabilité de ces entreprises-là, parce qu'ils ont déjà fait leur marque dans le monde actuel, vous imaginez que si on a l'occasion d'investir dans ces entreprises-là lorsqu'ils sont en développement, ça peut être drôlement intéressant. Non, mais c'est sûr, il y a un potentiel absolument énorme. Alors, au-delà, effectivement, des entreprises qui veulent, en guillemets, transférer leur base de données sur la chaîne de blocs, je veux dire, il y a des nouveaux concepts qui émergent, qui sont carrément, par exemple, des systèmes de type nuage, hein, des clouds totalement décentralisés et sans aucune faiblesse, puisqu'il n'y a plus de serveurs, tout est décentralisé et distribué sur la planète entière. Je veux dire, il y a vraiment des choses absolument incroyables, une puissance de calcul à disposition absolument énorme, et vraiment l'avènement d'une nouvelle vision aussi au niveau juridique, d'exécution de contrats et de termes qui ont été déterminés préalablement, sans devoir passer par du droit national. Le cas des tokens, c'en est un, typiquement, une entreprise qui veut lever des fonds, elle n'a plus besoin de passer par le… Alors, ça va peut-être pas durer, hein, mais pour l'instant, en tout cas, dans la plupart des pays, elle n'a pas besoin de passer par un système régulatoire parce qu'on est totalement en dehors du droit national. Il n'y a absolument aucune législation qui existe. Donc voilà, donc non, on va vraiment avoir une prise de conscience et un changement radical dans la société, y compris au niveau du droit. Et à partir de là aussi, le point important de comprendre qu'il y a des pays qui vont être très résistants à ça. On le voit d'ailleurs avec les législations complètement ridicules dans les dernières heures que les États-Unis ont essayé de faire avaler. Mais à travers ça, vous allez avoir des pays qui, au contraire, comprennent très bien qu'ils peuvent devenir une plateforme technologique importante, développer des emplois, augmenter leur produit intérieur brut au niveau des connaissances. Je sais que la ville de Zug, en Suisse, cherche actuellement à devenir le Silicon Valley des devises digitales. On a l'Australie qui s'ouvre au développement de la technologie Bitcoin et qui ne créera aucune réglementation à partir du 1er juillet pour venir apprécier les échanges. Donc, la Chine aussi qui semble très ouverte, la Russie semble très ouverte aussi. On semble vouloir du côté de la Russie là, développer le rouble russe et de mettre ça en crypto-devise aussi au niveau de leur fiat. Donc, ça va être drôlement intéressant de suivre ça. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est qu'il y a des pays qui vont résister, alors qu'au contraire, il y a des pays qui vont s'ouvrir. Et les entreprises qui vont se développer dans ces pays ouverts-là risquent de progresser beaucoup plus rapidement que les entreprises qui sont gérées par, évidemment, des législations dans les pays dans lesquels ils seront implantés. Oui, bah, de toute façon, on est dans un système mondial anarchique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein. On n'a pas de droit réel international. Voilà, les pays font ce qu'ils veulent. Et effectivement, bah, les pays qui vont fermer et qui vont faire de l'oppression sur ces crypto-devises ou respectivement ces systèmes, bah, premièrement, ils vont se couper effectivement d'une source de développement humain importante. Puis deuxièmement, ils vont pas pouvoir le contrôler. Donc voilà, bon, ils croient qu'ils peuvent, mais en fait, ils pourront pas, puisqu'ils ne pourront pas geler les fonds. À moins de torturer les gens pour obtenir leurs clés privées, voilà, ils y arriveront pas. Et puis après, à contrario de ça, bah, les pays qui vont aller et qui vont embrasser en fait cette révolution vont avoir une évolution au niveau sociétal énorme. Donc, que des bonnes nouvelles. C'est vraiment la fin de l'esclavagisme bancaire face à la population globale. La réalité, mais au travers de tout ça, on comprend bien que les banquiers et les avocats, les agents d'immeubles et tous les gens qui vont avoir un impact, qui vont être impactés en fait par des pertes d'emploi ou ainsi de suite parce qu'on n'aura plus besoin de leurs services, ils vont résister, Eric. Ouais, bah, tous les intermédiaires, les tiers de confiance, effectivement, on n'en aura plus besoin puisqu'on a une confiance qui est établie justement par la blockchain. Donc, effectivement, on va se retrouver. Je discutais dernièrement avec des avocats, je leur disais, mais apprenez à coder, enfin, respectivement, changez votre point de vue parce qu'il va y avoir des évolutions. Et en fait, les personnes se disent, oui, mais c'est peut-être dans 20, 30, 40 ans. Non, non, non. L'Internet, en 95, on a eu les premiers prémices. En 2000, tout le monde quasiment avait l'Internet en Occident. Donc, non, non, ça va aller très, très rapidement. Maintenant, on n'est pas, on va dire, trop tard pour se positionner là-dedans. Au contraire, on est au balbutiement. Mais évidemment, ça, voilà, on n'est pas dans un cycle qui va durer des dizaines d'années. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, pour pouvoir avoir un programme clé en main, puis en même temps, là, si vous voulez débuter de la bonne manière et ne pas être seul dans cette expérience-là, alors qu'il y a un potentiel énorme, écoutez, c'est simple, là.
Imaginez si vous aviez l'occasion aujourd'hui d'investir dans l'Internet alors que vous étiez au premier balbutiement. Est-ce que vous l'auriez fait? Certainement, n'est-ce pas? Mais les craintes, les médias, les gens qui continuent de vous dire que ça vaut pas de la merde, que ça va aller à zéro. Écoutez, je pense que le Bitcoin, Eric, si on écoute les médias de masse dans le courant des 7 dernières années de son existence, le Bitcoin, il est probablement mort et tombé à zéro, quoi, 8 fois, 12 fois. Oui, ouais, non, mais il y a eu effectivement. Alors, je comprends que les gens soient sceptiques. Hein, je veux dire, c'est clair que à partir du moment où c'est quelque chose de pas tangible, respectivement qu'on peut pas toucher, on se dit ouais, non, mais c'est un peu dans l'air comme ça. Bon, il n'en demeure pas moins que les monnaies fiduciaires sont aussi des choses intangibles, même si soi-disant on a des billets dans les mains. La grande partie de la masse monétaire, c'est des 1 et des 0 informatiques. Et en fait, il y a plus de sécurité dans les systèmes à blockchain. Donc non, on va vraiment assister à vraiment une révolution. Et les personnes qui résistent, en fait, le seul conseil que je peux leur donner, c'est passer à l'action. Passer à l'action, essayer avec des petits montants, regardez comment ça marche, regardez comment vous pouvez transférer la contre-valeur de 10 euros de France, par exemple, en Chine, en quelques secondes, quasiment instantanément, sans frais. Et si vous le faites, vous allez comprendre quel est le potentiel. Voilà. Sans taux de change non plus entre les deux, parce qu'on est en dehors du système bancaire traditionnel. Exactement. Et le projet Veritaseum, en fait, c'est ça. Le mec, il veut établir un marché complètement sorti du monde bancaire. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir un marché de change entre un acheteur et un vendeur, mais de ne plus donner des commissions à la banque, de ne plus avoir besoin de passer par un courtier, de ne pas avoir à donner des commissions au marché non plus, mais d'avoir un frais fixe qui va vous permettre d'accéder à des services d'entreprise ou de prendre des positions sur la valeur d'une entreprise ou d'une capitalisation. C'est absolument extraordinaire et comprenez bien que vous le voulez ou non, dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui sait, c'est exactement le monde dans lequel nous nous en allons. Et à travers tout ça, ben, c'est décentralisé. Donc, ça ne peut pas être manipulé par le système bancaire tel qu'on le connaît. Cela dit, par contre, comprenez bien qu'il y a des gens qui investissent des milliards actuellement de capitaux et qui sont tellement puissants. On reconnaît les mêmes 3 acteurs dans le marché boursier actuel. Donc, on voit les gens qui ont des forts capitaux, qu'on appelle les market makers. Vous avez ceux qui sont déjà positionnés dans le marché parce qu'ils ont la certitude de cette capacité-là dans le long terme et qu'on veut en retirer évidemment des bénéfices, ce qu'on appelle les money makers. Et vous avez bien entendu 99 populations qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se produire en ce moment et que quand ils vont vouloir se positionner, eh bien, il va être déjà rendu très, très tard. Et quand ces gens-là vont entrer, à la journée où vous allez avoir votre voisin qui va vous dire « Hey mec, j'ai acheté du Bitcoin aujourd'hui », eh bien là, je peux vous dire une chose, si vous nous suivez, vous allez être déjà extrêmement riche. Ouais, non, le potentiel est tellement élevé qu'on peut tout à fait s'imaginer, pourquoi pas, un Bitcoin à 100 000 $, à 1 million de dollars, pourquoi pas. Je veux dire, on n'a absolument aucune idée du potentiel d'appréciation de ces crypto-devises. Voilà, donc autant s'exposer, alors évidemment pas sur la totalité de son capital, mais s'exposer partiellement et dans les bons secteurs, respectivement dans les bonnes crypto-devises, parce qu'il n'y a pas que les 3 qu'on a nommés. Donc, dans notre zone membre, dans notre zone d'abonnés proactifs, on a déjà établi un historique là, des 3 derniers mois. Vous avez accès à des vidéos tutoriels, comment développer votre stratégie par rapport à un portefeuille, avec quelle préférence aller au niveau des entreprises à choisir. Toutes les expériences ont déjà été faites pour faciliter votre accès justement au monde des devises digitales. On a fait plusieurs tests. On a travaillé avec plusieurs entités différentes aussi. On a un portefeuille qui est déjà évolué, qui est en forte progression, où on vous avise sur les 750 cryptos disponibles, lesquelles sont les meilleures opportunités à court, moyen et long terme. Et notre objectif, à Eric et moi, est de devenir évidemment des spécialistes de devises digitales, au-delà de notre compétence de trader, pour savoir quand retirer nos positions et quand rentrer à nouveau moins cher. Mais à travers tout ça aussi, c'est qu'on veut reconnaître les opportunités pour les startups, donc les ICO, et évidemment que tous les gens qui sont membres de notre service proactif reçoivent les informations avant ceux qui ne le sont pas. Et on fait aussi des vidéos en direct où on répond aux questions des gens qui sont dans le besoin par rapport justement à leur manque de connaissances. Et ça nous fait plaisir de partager tout ça avec les gens qui sont déjà actifs et qui retirent déjà des profits dans notre portfolio proactif. Ça nous donne quand même le sourire aux lèvres d'aider les gens, hein, Eric?
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est super, hein, effectivement. Et puis les retours sont extrêmement positifs. Donc, non, non, c'est super cool. Et d'ailleurs, je précise, parce que tu l'as pas dit, qu'il y a quand même un écrit à l'intérieur de l'espace proactif. Oui, l'infolette proactive qui est retransmise à chaque mois aussi, un travail du tonnerre de la part d'Éric, encore une fois, là, pour reconnaître les différentes opportunités dans le marché boursier, du côté du marché américain ou canadien, les secteurs d'entreprise qui explosent, même dans les contextes de crise, et on met beaucoup d'emphase sur les crypto-devises aussi, parce que vous le comprenez, là, qu'avec des 664 de rendement. D'ailleurs, je suis très fier parce que Eric a une position plutôt, je dirais, conservatrice sur Bitcoin, alors que moi, je suis un petit peu plus spéculatif au niveau d'Ethereum. Et dans les derniers mois, ben, mon portefeuille a quand même fait plus de rendement d'Eric. La beauté de tout ça, c'est qu'en tant que membre chez nous, vous allez avoir le choix de savoir avec qui vous voulez vous allier, soit avec Eric ou soit avec moi. Pour une fois, tu as eu de la chance. Alors, ce sera peut-être pas dit que ça soit le cas dans le futur. Je te dirais que ta position par rapport à Bitcoin dans le long terme, dû justement à un réseau qui est beaucoup plus sécurisé qu'Ethereum, est tout à fait légitime. Dans le court terme, on voyait évidemment une forte poussée du côté d'Ethereum, autant au niveau de l'analyse technique là, que dans le fondamental, dû à sa capacité de développement technologique des entreprises. C'est ce qui m'a lancé à vouloir spéculer sur Ethereum, mais il n'est pas dit que d'ici la fin de l'été, je ne repositionnerai pas du côté Bitcoin. Et qu'on va changer, hein? Écoute, il va tellement se développer, Eric, des nouvelles technologies et des nouveaux produits disponibles dans les semaines et les mois à venir. Le commun des mortels va avoir beaucoup de difficultés à suivre la parade parce qu'on va être inondé d'opportunités d'investissement dans les devises. Reste à savoir, évidemment, qu'il va falloir être capable de dénicher les vraies bonnes opportunités qui sont relativement à faible risque et qui ont un développement potentiel élevé. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'il y a beaucoup de projets en fait qui n'aboutiront pas. Je veux dire, il y a beaucoup de teams de management qui sont pas forcément très sérieuses, respectivement, qui ont pas une expérience suffisante. Mais globalement, on en a déniché quelques-unes. Et puis, j'ai absolument bon espoir quant au fait qu'on va faire des résultats exceptionnels sur ces positions, bien que globalement, il est tout à fait possible que ces entreprises échouent et que le token parte à zéro. Donc, on va s'exposer sur un certain nombre d'opportunités de manière à profiter des quelques explosions de richesse dont on va profiter en fait pour différents tokens qui vont réussir. Voilà. Bien, super. Encore une fois, écoute, un gros merci, Eric. Tu vas être des nôtres maintenant sur une base régulière au niveau des interventions sur Émeute. Eric est maintenant mon partenaire, donc je ne suis plus seul dans Émeute, mais on est maintenant deux. Ça me fait un grand plaisir d'avoir Eric parmi nous, d'autant plus que vous êtes en mesure de reconnaître les gens de qualité comme moi. Je vous dirais que c'est une de mes belles qualités. J'ai des faiblesses comme n'importe quel être humain. Chose certaine, c'est que j'aime m'entourer de personnes qui ont des compétences, qui peuvent m'apporter des choses que je ne possède pas. Eric a été ma porte d'entrée au niveau des devises digitales qui m'a vraiment bien fait comprendre avec certitude maintenant des qualités potentielles de tout ce nouveau monde-là qui s'offre à moi. Et à partir de là, donc Eric, il avait déjà plusieurs années d'avance et qui partage avec moi et avec nos abonnés. Et par le fait même, maintenant, j'ai acquis des compétences extraordinaires que je ne possédais pas il y a encore de ça plusieurs mois. Eric, hein, je t'annonce comme étant mon mentor. Je te remercie pour tout ce que tu m'as offert jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est notre temps de donner pour encore mieux recevoir. Tu es avec nous des nôtres la semaine prochaine pour une autre entrevue, Eric? Oui, tout à fait. J'adore ça. Et on donnera lors de la prochaine vidéo notre opportunité qui sera maintenant fermée. Donc, nos membres qui actuellement ont accès à une ICO qui est en route actuellement, qu'il y en a plusieurs qui se sont déjà positionnés pour pouvoir attirer des gains là-dessus. Et en temps et lieu, on vous donnera les